Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue à la formation sur l'accompagnement des élèves anxieux que l'on peut retrouver dans nos classes en FGA ou en FP. Vous savez, nous avons décidé d'aborder ce terme aujourd'hui en raison qu'on retrouve de plus en plus d'élèves qui ont des symptômes de stress ou d'anxiété. On dirait même que ça pousse comme des petits champignons. Ces symptômes se manifestent de différentes façons dans leurs différentes sphères de vie et surtout dans nos classes où les répercussions sont grandes au niveau de l'apprentissage. Cela freine certains élèves, les empêche de se mobiliser adéquatement dans leurs projets de formation. Les recherches le disent, le stress est responsable de nombreux problèmes de santé physique et mentale. Il fait partie intégrante de notre quotidien. Depuis les 2 dernières décennies, nous sommes dans une société en évolution constante face à la nouveauté, à la performance, à la précarité dans beaucoup de sphères de vie, les médias sociaux, désolé, rapports sociaux qui sont de plus en plus complexes et compétitifs à cause des médias, les événements de catastrophes véhiculés quotidiennement, entre autres les médias sociaux, les nouvelles. Est-ce que nos élèves sont stressés ou anxieux? Les deux, mais dans quelle mesure? Judith et moi avons fait l'exercice de faire le parallèle entre les deux concepts afin de mieux orienter vos interventions envers vos élèves. Aujourd'hui, nous verrons les définitions et le continuum du stress versus l'anxiété, d'où vient le stress et d'où vient l'anxiété, les manifestations et les répercussions autant sur le corps que l'aspect psychologique, l'importance d'agir en prévention de l'établissement du stress chronique. Qu'est-ce que faire du ciné? Je vous rassure tout de suite, on ne fera pas de cinéma. Le ciné des élèves, comment déconstruire le ciné de vos élèves, les attitudes à faire ou à éviter de faire comme enseignant auprès de nos élèves plus anxieux. Dans un premier temps, nous allons voir le stress versus l'anxiété. Le stress et l'anxiété sont deux concepts souvent confondus tant dans ses manifestations et ses répercussions. La principale différence entre le stress et l'anxiété est qu'un est déclenché dès qu'il y a décodage d'une menace ou d'un danger réel, quand notre vie est menacée. Donc, le stress est provoqué par des événements extérieurs. Les inquiétudes rattachées au stress s'arrêtent souvent à l'anticipation d'une seule conséquence négative directe. Tandis que l'anxiété comporte des inquiétudes reliées généralement à un monologue intérieur, excessive et irréaliste. Ces inquiétudes impliquent une surestimation des risques possibles, une exagération des conséquences dramatiques qui pourraient survenir. En gros, ça se passe dans la tête. La menace n'est pas réelle. En raison de l'histoire de vie, de la personnalité et des émotions, influence la manière dont un événement est interprété par la personne. Donc ici, on voit le stress. Donc le stress est un inconfort physique en lien direct avec la réalité, la menace immédiate. On sent que notre vie est menacée. Ici, nous avons l'anxiété. L'anxiété s'exprime par un malaise physique quasi intolérable. La plupart du temps, elle est reliée à l'anticipation d'un événement négatif qui risque d'arriver dans le futur, danger incertain, imaginaire. Donc, ça se passe dans la tête. Ici, nous avons deux prémices qu'on va vous présenter. Donc, avant de vous présenter les diapos qui vont suivre, nous allons dans un premier temps aborder le stress. Mais avant de l'aborder, voici deux prémices importantes concernant cette maladie bien de notre temps. De l'auteur Sonia Loupien, du livre Par amour du stress. Je vous dirais que pour bâtir cette formation-ci, aujourd'hui, on s'est beaucoup inspiré du livre Par amour du stress de Sonia Loupien. Sonia Loupien est l'auteur de plusieurs recherches. Professeure titulaire au département de psychiatrie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Directrice scientifique du Centre de recherche Fernand Séguin de l'hôpital Louis H. Lafontaine. Fondatrice et directrice du Centre d'études sur le stress humain. Donc, cette dame-là, elle a fait beaucoup de choses par rapport au stress chez l'homme. Donc, par rapport à ces... On va vous présenter deux prémices. Donc, une, c'est... donc, la première prémisse, le cerveau humain ne distingue
ne distingue pas entre le danger suprême qui guettait l'homme préhistorique face au mammouth qu'il devrait abattre pour se nourrir et la menace que représente pour une personne l'évaluation annuelle que doit lui remettre un patron plus ou moins sympathique. Donc, l'être humain ne distingue pas le mammouth ou l'évaluation que son patron va lui donner au niveau du stress. Ensuite, il n'y a pas de méthode universelle de gestion du stress. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette magique. Donc, il n'y a pas de méthode universelle de gestion du stress. Donc, Sonia Lupien, dans son livre, en parle beaucoup. Donc, je vais laisser la suite à Judith. Alors, nous avons établi la différence entre le stress et l'anxiété, la principale différence. Alors, nous avons fait l'exercice de mettre les différents termes associés au stress et à l'anxiété sur un parallèle qui nous amène en fait de moins de symptômes à beaucoup plus de symptômes handicapants. Donc, quand on parle d'un continuum, là, si on passe du stress aux troubles de panique, au niveau, on les a mis ensemble, on les a parallèles ici, là, si je prends mon pointeur, donc ici, au niveau euh, du stress et de l'anxiété. Donc, le stress et l'anxiété, il y a une peur, on ne connaît pas la cause, c'est vague, léger, passager. Au niveau de l'angoisse, ce sont les mêmes symptômes, mais on rajoute un ressenti physiquement. Donc, au niveau physique, on a une constriction, une oppression, des tremblements. La peur devient plus intense et on a une altération du fonctionnement social, professionnel ou personnel. Et la très sournoise attaque de panique où là, on a peur de perdre le contrôle, on a peur de mourir totalement. Donc, c'est le summum, là, c'est l'espèce de paroxysme de l'anxiété qui dure en général 10 minutes. Donc, une attaque de panique, c'est très handicapant, mais on est capable de gérer une crise de panique à l'intérieur de 10 à 12-15 minutes. Donc, voilà pour les symptômes de stress ou d'anxiété. Donc, ça démystifie, ça replace un peu là, une gradation, là, bien que ce ne soit pas très scientifique. Donc, voilà pour le stress et l'anxiété. Si on regarde qu'est-ce qui se passe au niveau du stress, au niveau de l'anxiété, pas de l'anxiété, mais bien du stress, la réaction d'un stress. Donc, une menace, notre fameux mammouth, qui est notre menace à notre survie. On va en parler souvent de notre mammouth. On va parler de toi. Pourquoi un mammouth? Parce qu'à l'époque, si on se souvient de la première prémisse, donc le cerveau ne fait pas la différence entre un mammouth, qui est une menace réelle à la survie, et un patron hostile. Donc, on appellera notre menace un mammouth tout au long de notre exposé sur le stress. Donc, la menace, notre mammouth envoie un message au cerveau, à l'hypothalamus, qui, elle, déclenche une série d'hormones dont on va vous épargner le nom parce qu'il y a plus de lettres là-dedans que dans l'alphabet, je pense, dans ce nom d'hormones-là. Donc, on va aller directement aux glandes surrénales qui, elles, vont produire les deux hormones, les deux principales hormones du stress, qui sont l'adrénaline et le cortisol. Et ces deux hormones produites vont envoyer un signal au corps, au cerveau, de soit combattre ou fuir la menace. Donc, c'est le chemin du stress. Stress aigu égale stress. On n'a pas besoin, le mot aigu n'est pas nécessairement relié à un état de crise de panique ou à une désorganisation totale, mais c'est un stress et on verra pourquoi le stress aigu là, est interprété par le corps là, comme si c'était une menace à la survie. Donc, stress, situation de stress aigu, peu importe la situation, c'est considéré comme ça s'appelle un stress aigu. Donc, voilà. Faire du ciné. Donc, on ne fera pas de cinéma, évidemment. C'est toujours le même parallèle, la même blague qu'on dit par rapport au ciné et le stress. Donc, le stress est composé de 4 caractéristiques. Pas 5, pas 20, pas 12, 4. Donc, dans une situation stressante, il y a toujours une ou ces 4 caractéristiques qui sont impliquées. Soit le contrôle, donc avoir l'impression de ne pas avoir de contrôle sur la situation. Par exemple, quand on dit je suis stressé parce que je manque de temps, en fait, c'est un manque de contrôle sur le temps que nous éprouvons.
Au niveau de l'imprévisibilité, donc c'est ne pas pouvoir, prévenir, ce qui va arriver. Donc quelque chose qu'on n'a jamais vécu, ça quelque chose qu'on n'a jamais vécu, ça va être la nouveauté. Donc ne pas savoir à l'avance ce qui va arriver. Donc au niveau de la nouveauté, maintenant, c'est, quelque chose qu'on n'a jamais vécu, donc une expérience nouvelle. Et la menace à l'ego. Donc l'ego menacé, c'est dans ce sens, dans le sens du stress, c'est sentir que ses capacités ou ses compétences sont menacées. Donc, s'il n'y a pas de recette universelle de gestion du stress, il y a bien une recette universelle du stress et c'est celle-là. Donc, voici les 4 ingrédients du stress. Donc, lorsqu'on est stressé, on en vit une ou les 4. Donc, évidemment, quand on subit les 4 composantes, on peut supposer que c'est un stress très important pour la personne. Donc, la différence entre le stress absolu et le stress relatif. Donc, on a vu tout à l'heure, au niveau, de la menace là, du mammouth, de la prémisse, que le stress absolu, c'est une menace certaine pour l'individu. Par exemple, je suis en randonnée avec ma petite famille et je fais l'heureuse rencontre d'une maman ours avec ses petits. Donc, à cette étape-là, évidemment, soit qu'on prend nos jambes à notre cou, soit qu'on fait le mort ou soit qu'on se bombe le torse et qu'on affronte notre maman ours. Au niveau du stress relatif, celui-ci demande une demande d'interprétation. Donc, on pense, on se demande, on évalue, on analyse. Donc, à cette étape-là, au niveau du stress relatif, il y a une analyse des composantes qui va se produire. Donc, si je reviens à mon stress absolu, donc, si je rencontre la maman ours, je ne me demanderai pas, par rapport aux 4 composantes du stress, ouais, c'est nouveau, on n'a jamais rencontré de maman ours, on s'en attendait pas, c'était prévisible, j'ai pas vraiment le contrôle sur la situation et mon ego va certainement être menacé. Non, on va combattre ou fuir. Donc, menace directe à la survie. Par contre, au niveau du stress relatif, si j'aime le bungee, je me lance en bas d'une plateforme de je ne sais plus combien de pieds, juste d'y penser, j'en ai des frissons. Donc, évidemment, la personne qui le vit une situation stressante, mais pour elle, ça va être un bon stress parce qu'elle aime ça. Moi, si tu me lances en bas d'une plateforme de bungee, j'aimerais pas ça du tout. Donc, on peut penser, il y a une- un bon stress versus un mauvais stress au niveau de l'interprétation de la personne. Donc, au niveau du stress relatif, il y a une interprétation qui se fait. Donc, pourquoi on parle d'un stress absolu versus un stress relatif? C'est que les études se sont aperçues que qu'il y avait notre cerveau vivait de plus en plus de situations stressantes au niveau du stress relatif, mais le cerveau l'interprète toujours et encore comme une situation menaçante pour la survie de l'individu. Donc, euh, donc, le cerveau réagit toujours de façon alarmée et produit de plus en plus d'hormones de stress qui, euh, qui épuisent notre système parce que notre système est conçu à la base pour assurer la survie de l'individu et non pour analyser notre stress. Donc, on se rappelle au niveau du stress absolu, menace à la survie, et au niveau du stress relatif, ça demande une interprétation et on verra comment on pourra travailler avec le stress relatif pour qu'il nuise moins à l'organisme dans quelques diapos. Maintenant, le but de l'atelier n'est pas nécessairement d'étudier tous les stress, tous les buts et les tenants et les aboutissants du stress. Donc, on va vous présenter très, très succinctement comment se développe le stress chronique. Sonia Lupier le décrit de façon très imagée dans son volume. Donc, on reprend les mêmes étapes, c'est celle qui me parlait le plus. Donc, l'étape du stress aigu. Donc, ce stress aigu arrive, une situation stressante.
que ça soit la menace d'un collègue envers nos compétences, un accident de voiture. Moi, je connais quelqu'un qui a eu 3 accidents de voiture en ligne à l'intérieur d'1 an et demi et elle est présentement en trouble d'anxiété aiguë avec douleur chronique, donc reliée. Donc, on a eu, par exemple, elle a eu un stress aigu sur 3 fois. Donc, ça peut être très différent, les situations de stress aigu. Donc, le stress aigu, on vit la situation de stress et notre corps se met en mode combattant. Donc, on est armé, on se gonfle d'hormones de stress et on est prêt à passer à l'acte ou à fuir. L'étape Pepto-Bismol. Donc, ici, je vais voir, là, si je passe pour faire ça ici. Oui. Donc, l'étape Pepto-Bismol. Donc, là, la situation stressante se reproduit 1, 2, 3 fois. On n'a pas réglé la situation parce qu'on a combattu ou on a fui ou on n'a pas géré. Là. Si on était dans la fuite, puis notre situation stressante, on ne l'a pas abordée, donc elle se répète 1, 2, 3 fois. Et là commencent les douleurs gastriques. Je discutais avec une responsable des ressources humaines dans une banque dernièrement et elle me disait que la majorité des hommes qui viennent consulter ont des douleurs gastriques. Donc, ils se sentent stressés et anxieux. Donc, c'est bien la preuve que ça existe. Pourquoi les douleurs gastriques? Parce que notre estomac digère moins bien parce que notre corps a besoin d'énergie et donc, pour combattre ou fuir, donc prend son énergie au niveau de l'estomac et en fait des réserves pour pouvoir combattre ou fuir. Et donc, notre estomac, notre digestion fonctionne de façon non optimale et on commence à avoir des brûlements d'estomac. Alors, troisième étape de l'établissement d'un stress chronique, c'est l'étape rum and coke. Donc là, la situation stressante se reproduit ou elle n'a pas encore été gérée. Et là, vous vous dites sérieusement que là, vous prenez vos antiacides, vous avez des douleurs gastriques et vous pensez devenir végétarien, végétalien, tout ce qui comme finit en "-in". Donc, vous commencez l'augmentation des produits de consommation. Bon, évidemment, tout le monde n'est pas versé dans l'alcool, sur l'alcool, mais il est clairement démontré qu'à cette étape-là, en période de stress chronique, soit qu'on augmente notre consommation de nourriture, notre consommation d'alcool ou de drogue, de produits de consommation, de loterie, mettez-en. Donc, à cette étape-là, votre cerveau vous dit, j'ai besoin de beaucoup plus de satisfaction, d'énergie parce que je suis tannée, je suis fatiguée de combattre seule, donc j'ai besoin de me de me nourrir d'autres hormones de plaisir, si on veut. Donc, on augmente cette, cette, cette consommation-là. Donc, notre cerveau rumine encore, mais par contre, on se trouve d'autres moyens là, pour compenser. L'étape finale, et non la moindre, est l'étape du verre d'eau. Étape culminante de l'installation du stress chronique. Donc, le stresseur n'est pas encore négocié, évidemment, mais là commencent les tensions familiales, personnelles. On a le goût soit de pleurer, on ne sait pas trop pourquoi. On est dans notre maison, les enfants nous tapent plus sur les nerfs, on éprouve moins de satisfaction dans nos activités quotidiennes et on a soit le goût de pleurer, souvent le goût de pleurer, se retirer en paix, se désintéresser de nos activités. Donc, c'est à cette étape-là qu'on a besoin d'un verre d'eau. Pourquoi l'étape du verre d'eau? Pour avaler l'antidépresseur que notre médecin vient de nous prescrire. Donc, l'établissement du stress chronique se passe en 4 étapes, faciles à identifier. Évidemment, ça peut se passer sur des années, des mois, quelques jours, mais j'ai été souvent témoin de situations où ça s'établissait très, très, très rapidement, voire seulement quelques mois, 1 mois, 2 mois, et la personne était passée de l'étape du stress aigu à l'étape du verre d'eau, ou presque à l'étape du verre d'eau. Donc, l'installation du stress chronique, c'est un effet domino d'un dérèglement des hormones. Donc, nos hormones de cortisol et d'adrénaline sont en surproduction, dérèglent d'autres chaînes hormonales qui fait que les autres organes fonctionnent de moins en moins bien et s'ensuit l'installation d'un stress chronique. Donc, l'idéal, c'est de détecter les stresseurs très rapidement pour pouvoir les gérer un à un au fur et à mesure qu'ils se présentent
et de surtout les identifier et aider nos élèves à y faire face également. Donc, si on regarde nos manifestations physiques du Oui. stress, Nathalie Donc, va nous en parler. oui, donc les manifestations du stress au niveau physique qui a un impact sur le corps, on a la douleur ou la gêne thoracique, donc la respiration qui se fait difficilement. On a les maux de tête, les nausées, les douleurs abdominales. On a les palpitations cardiaques, les sensations de vertige, d'instabilité où l'équilibre n'est pas toujours là, les sensations de souffle coupé ou d'étouffement, les papillons dans le ventre, la tension, la fébrilité, la veille d'un examen ou lorsque je vais faire un exposé oral, la transpiration excessive, les tremblements des mains. Donc, tout ça a un impact sur le corps. Ensuite, au niveau plus psychologique, on a aussi les inquiétudes, les préoccupations pour tout ou pour rien. On a la gestion des émotions, l'irritabilité de la personne. Donc, un tempérament qui change, qui peut changer d'une minute à l'autre. Des grandes difficultés d'attention et de concentration entraînent aussi souvent de plus grandes fatigabilité à me concentrer, à maintenir mon attention. Et mon attention peut être de courte durée. Des difficultés d'encodage au niveau de la mémoire, donc des troubles de mémoire, mémoire de travail a de la difficulté à faire son travail. Une peur du jugement des autres, donc une peur exagérée de l'opinion des autres. Peur de se sentir à part, se sentir différent des autres. Une obsession pour le travail bien fait, mais trop bien fait, trop parfait. Donc, la calligraphie, il faut vraiment que le A soit absolument de telle forme ou le I, le point sur le I. Donc, il y a des gens qui ont des obsessions de propreté, du travail bien fait, trop de qualité. On a aussi la peur de perdre le contrôle de soi. La peur aussi d'avoir des attaques de panique, donc de paniquer en classe, de ne pas être capable de m'en sortir. Par la suite, au niveau, je vais juste, c'est sûr que tout ça peut entraîner ces manifestations-là de grandes répercussions, que ce soit des répercussions au niveau des difficultés personnelles et relationnelles, des difficultés familiales et sociales et aussi des difficultés scolaires. Quand je parlais tantôt de différentes sphères de vie, bien, personnelle, relationnelle, familiale, sociale et difficultés scolaires, bien, tout ça fait en sorte que ça a des répercussions du stress non géré dans bien des sphères de vie. Donc, au niveau personnel et relationnel, on va voir des gens qui vont avoir un mode de vie beaucoup plus malsain, donc la malbouffe, la cigarette, la drogue, les médicaments. On va voir des gens au niveau familial qui vont avoir des difficultés à faire leur activité quotidienne, des conflits avec les parents, les enfants, les conjoints, des séparations, des divorces, les retraits des activités sociales. Donc, tout ça fait en sorte que les répercussions que ça fait, on a comme les manifestations qu'on a vues tantôt, on a la fébrilité, donc les papillons dans le ventre. Donc, ça se peut que je sois toujours fébrile. On a aussi l'accumulation de retard dans les travaux scolaires, ce que ça peut entraîner, ou l'accumulation de retard de payer mes factures. Ça peut être aussi un exemple quand on parle des difficultés personnelles. La surcharge cognitive. Donc, ça se peut que je sois tellement surchargée que je n'arrive plus à rien faire, à me concentrer sur une tâche spécifique. Donc, j'ai de la difficulté à gérer mes émotions, je deviens plus soupe au lait, peur de tout, je suis tendue constamment. Donc, tantôt on a nommé les difficultés d'encodage au niveau de la mémoire. Je fais du surplace, j'avance pas vite. Je me mets pas en action dans certaines activités. Je suis constamment je vis constamment de l'inquiétude. Donc, je me fais des scénarios dans ma tête de catastrophes, de la somatisation, se plaindre de tout au niveau physique. J'ai tout le temps mal au ventre, j'ai tout le temps mal à la tête. Et surtout, on remarque des répercussions au niveau de la baisse du système immunitaire. Donc, je peux être constamment malade, avoir des petites grippes. Tout ce qu'il y a dans l'air, je l'attrape. Donc,
Au niveau des répercussions, au niveau des difficultés scolaires, tantôt je l'ai nommé, on a l'échec. Hein, je peux me retrouver souvent en situation d'échec. Problème d'apprentissage. Oui, on a les troubles d'apprentissage, mais le fait d'avoir du stress toujours non géré fait en sorte que, oui, ça se peut, j'ai temporairement des problèmes d'apprentissage. Baisse de la motivation, ben, je ne réussis pas bien, ben, ça se peut que ma motivation pour aller à l'école ou euh, pour, euh, pour aller à l'école, mais aussi pour dans ma vie de tous les jours, mais ça se peut que je ne suis pas motivée, je n'ai pas d'entrain pour faire quoi que ce soit. L'évitement, donc la veille la journée de l'examen, je ne me présente pas, je suis dans mon lit, je suis malade, j'ai mal au ventre, puis non, je m'absente de l'école. Donc, on a nommé tantôt le manque de concentration. Je peux avoir des problèmes de comportement aussi, au niveau de l'attitude. Donc, ma gestion des émotions fait en sorte que ça se peut que je sois plus dans l'opposition avec la personne qui est devant moi, mon enseignant. Encore là, faire du surplace, les erreurs d'inattention et surtout, on va nommer aussi l'abandon. Donc, j'arrive pas, j'ai des échecs, j'ai des difficultés scolaires, ma motivation n'est pas là, mais ça se fait aussi à un moment donné que j'abandonne l'école ou tout autre projet qui, pourtant, euh, j'avais la motivation pour le faire, mais tout ça, quand j'ai du stress non géré, mais ça fait en sorte que je peux abandonner les projets que je veux mettre, qui m'intéressent beaucoup. Donc, Nathalie le mentionnait, là, au niveau de la mémoire, au niveau de l'encodage, il y a des difficultés lorsque le stress, des situations stressantes sont présentes à répétition. Pardon. Donc, la principale fonction du cerveau n'est pas d'apprendre comment monter un circuit électrique ou d'apprendre une liste de mots, c'est d'assurer la survie de l'espèce. Donc, en période de stress aigu, le cerveau euh, se demande soit c'est combat ou soit c'est fuit. Donc, il n'y a pas de place pour l'encodage, l'apprentissage. Donc, une fois que la menace sera passée, le cerveau redeviendra disponible à d'autres tâches, soit la tâche d'apprentissage ou d'autres tâches. C'est un peu un mécanisme relié à notre héritage génétique, là, où le cerveau émotionnel débranchait le cortex préfrontal pour, euh, pour laisser place aux réflexes, aux réactions instinctives. Euh, donc, lorsque c'est au niveau des pensées, le débranchement se produit, puis on perd à ce moment-là toutes nos capacités de réfléchir et d'agir. C'est souvent des mécanismes qui sont présents dans les troubles de panique, donc les syndromes de troubles de panique et le syndrome post-traumatique en fait aussi. Donc, où le cerveau se sent constamment menacé, donc est à la recherche de sécurité. Donc, les gens qui souffrent d'un post-trauma, beaucoup de difficultés d'apprentissage et de mémorisation. Donc, par contre, cela dit, le stress est ni bon ni mauvais. Donc, en fait, il faut avoir un petit peu de stress, pas trop, puis pas assez non plus, c'est pas bon. Donc, bon, évidemment, vous allez me dire comment est-ce qu'on atteint le niveau de stress optimal pour avoir une mémoire optimale qui nous permet la créativité, la résolution rationnelle des problèmes, une bonne concentration. On le verra tout à l'heure, ça va être à la pratique. Donc, comment atteindre un bon dosage. Il y en a qui l'ont naturellement, par un équilibre de vie. On verra le coffre à outils du stress tout à l'heure. Donc, au niveau d'un stress trop bas, donc des hormones de stress trop basses, on a l'épuisement professionnel, fatigue, ennui, frustration, insatisfaction. Au niveau de la production d'hormones trop élevées, on a une dépression, donc inefficacité, trop de mémoire, difficulté de concentration, tension musculaire. Donc, euh, le burn-out, souvent confondu avec la dépression, là, la définition d'un épuisement professionnel, c'est une fatigue émotionnelle, un désintéressement, donc une dépersonnalisation, on ne se sent plus concerné par les choses et un manque de motivation personnelle, contrairement à la dépression où on peut vivre de l'irritabilité, d'une profonde tristesse, manque de sommeil, manque de frustration, agressivité, manque d'intérêt pour les activités qu'on a normalement. Donc, douleur physique aussi. La différence entre les deux se note à cet niveau. Donc, pour nos élèves, mémoire optimale de travail va se
difficile à atteindre. Donc, si vous entendez des élèves qui sont stressés, je suis stressée, mais on sait qu'ils ont eu des bonnes stratégies d'apprentissage, on le sait qu'ils nous ont démontré qu'ils comprenaient bien la matière, c'est tout à fait normal qu'ils soient stressés et c'est même bon qu'ils soient stressés un petit peu avant d'aller en examen. Donc, ça lui permet d'atteindre un niveau de performance plus optimal. Donc, le ciné de nos élèves, Donc, connaissez-vous bien le ciné de vos élèves? Comment ils réagissent face à des situations où ils n'ont pas de contrôle? Comment ils réagissent face à des situations où ils vivent de l'imprévisibilité face à la nouveauté? Et comment ils réagissent face à des situations où leur ego est menacé? Est-ce que vous les connaissez bien, vos élèves? Donc, premièrement, lorsqu'on les place dans des situations, au niveau du contrôle, donc lorsqu'ils ont l'impression de ne pas avoir l'impression qu'ils n'ont pas de contrôle de la situation, donc souvent, on a nos élèves qui arrivent en retard pour le cours et être pris à cause qu'ils sont pris dans un énorme bouchon de circulation. Ça peut être une raison. L'autobus qui n'arrive pas car une grosse tempête de neige. Le manque de discipline dans la classe à cause de la gestion de classe de l'enseignant. L'élève qui est turbulent dans la classe, qui n'arrive pas à se mobiliser dans l'action, qui n'arrive pas à se mobiliser dans l'apprentissage, mais qui dérange tout le groupe. Ça peut faire en sorte que l'élève qui est moindrement stressé, ça le dérange. On a un enfant qui est malade toute la nuit avant l'examen. Donc, ça, c'est un sentiment que je n'ai pas de contrôle sur la situation. Ça se peut que mon enfant soit malade la veille et quand j'arrive pour faire mon examen, bien, ça se peut que je ne sois pas toute là j'arrive en retard puis que je ne sois pas très, très efficace lors de l'évaluation. Ça, c'est au niveau du contrôle. Si je regarde un petit peu plus loin, j'ai le ciné des élèves au niveau de l'imprévisibilité, les situations imprévisibles ou imprévues. Donc, avoir un examen qui est reporté ou devancé. Ne pas savoir les critères d'évaluation. Ça peut être dérangeant pour l'élève qui a besoin qui n'est pas capable de faire face à l'imprévu. Ne pas savoir sur quoi porte l'examen. L'inconstance des règles dans la classe, les retards, les demandes, tout ce qui a trait au niveau de la gestion de classe. Le tempérament changeant soit des élèves dans la classe ou de l'enseignant au niveau les élèves ou l'enseignant, ben, il est instable au niveau de l'humeur, de son humeur ou de son tempérament. Ou l'imprévisibilité, bien, ça peut être la réparation d'un auto imprévu à payer. Donc, ça en est aussi des situations où nos élèves font face à des imprévus constamment. Puis, je suis certaine que vous pouvez en nommer, vous pouvez en trouver. Je suis certaine qu'on en a. On pourrait faire un bottin avec au niveau de l'imprévisibilité de tout ce que vos élèves ont déjà rapporté. On a aussi, face à la nouveauté, on a un élève qui revient à l'école, aux études, un rythme d'apprentissage qui est beaucoup plus élevé. Quand on est en FP, la quantité d'informations à retenir en l'espace de quelques mois lors de la formation, le déménagement dans une nouvelle ville pour suivre la formation, un nouveau groupe, un nouveau lieu, de nouvelles matières, un nouveau module, de nouveaux enseignants, souvent en formation professionnelle. Oui, j'ai un prof pour un module, l'autre prof pour l'autre module, mais en FGA, dépendamment des ratios de la classe, mais ça se peut que je commence avec un enseignant en septembre, mais quand rendu au mois de décembre, bien, je dois changer d'enseignant de français. Donc, ça, c'est faire face à notre réalité, à nous, à l'éducation, soit des adultes ou en FP. Les changements, comme je disais, le changement d'enseignant en cours de module. Donc, tout ça fait en sorte que c'est le ciné de vos élèves et il faut, mais j'aurais pu mettre d'autres choses, je suis certaine que vous êtes capable d'en nommer, surtout en FP, et on a aussi l'ego menacé qui, ce ne sera pas bien long, je suis comme un petit peu, bon, ok, donc, l'ego menacé, donc les situations menaçantes pour l'ego, donc des pensées négatives,
passé ne pas être capable, valorisation de l'excellence et de la réussite dans la société fait en sorte qu'on a des élèves qui se sentent de plus en plus menacés dans leur sentiment de compétence, la peur de l'échec, l'anxiété de performance, ne pas atteindre les objectifs demandés par le programme, avoir peur de ne pas être capable de les atteindre, des parents qui ne sont pas d'accord avec le choix de formation. Le jeune est inscrit en formation professionnelle, mais le parent aurait aimé ça qu'il soit au cégep ou à l'université. Donc, ça se peut que nos élèves, l'ego est menacé, le sentiment de compétence est menacé comme personne. On a le climat de compétition, on a la note de passage de plus ou moins 80 à la formation professionnelle. Et aussi, quand notre ego peut être menacé, quand on a des difficultés d'apprentissage ou les troubles d'apprentissage, on a toutes les problématiques de santé mentale qui est venue fragiliter notre sentiment de compétence, donc notre ego. Le doute des autres sur le temps mis sur nos études peut faire en sorte que notre ego est menacé aussi. Donc, je vais laisser la place à Judith. Oui, donc avant de parler des parcours séquentiels et réversibles, au niveau du ciné de nos élèves, vous pourrez certainement, suite à ce constat-là, au niveau des 4 composantes, vous pourrez sûrement vous amuser ou faire un petit travail, là, puis vous allez pouvoir identifier à quoi réagissent le plus vos élèves. Et également, là, une façon en FGA, on peut intégrer facilement ces 4 composantes-là dans notre discours avec nos élèves et dans notre accompagnement avec nos élèves. Et au niveau de l'AFP, par exemple, on peut vraiment peut-être l'intégrer dans la matière. C'est quoi le ciné d'un couvreur? C'est quoi le ciné d'un électricien? C'est quoi le ciné d'un plombier? Donc, il y aura certainement une façon d'intégrer ces 4 composantes-là pour sensibiliser nos jeunes et en l'intégrant dans notre discours, ça peut devenir un puissant outil de prévention et d'identification des composantes chez nos élèves. Donc, pourquoi nos élèves, nos 16-24 ans en général, là, nos jeunes adultes, nos fins adolescents, début adultes, sont si stressés? En 1960, nos parcours étaient assez séquentiels comme individus, hein. On finissait nos études, on avait un emploi, un petit couple, une famille, une maison, on déménageait. Bon, c'était très linéaire et très séquentiel. Au niveau de nos élèves d'aujourd'hui, ma génération peut être celle-là, peut être considérée dans on a des parcours dans cette catégorie-là, on a des parcours désynchronisés et réversibles. C'est-à-dire, on finit des études, on voit qu'à la fin ici, au niveau de la fin des études, il y a des arrêts, par exemple. Il y a plusieurs flèches parce qu'il y a des arrêts, on recommence, on revient, on poursuit. Il y en a qui poursuivent encore leurs études présentement. On a un emploi stable un petit peu plus tard, mais ça reste quand même assez séquentiel. Formation d'un couple, c'est moins stable, on a un, deux, trois couples. Au niveau du départ du foyer, il y en a qui sont partis, qui sont revenus, retour aux études, donc qui coïncident avec un retour aux études ou une perte d'emploi. Donc, on fait d'aller-retour quelquefois, pas toujours. Et la naissance de l'enfant arrive un peu plus tard. Au niveau de nos élèves en difficulté, plus vulnérables, on se retrouve avec ce schéma-là. Donc, tout se passe environ entre 16, là on a mis 16-18, ça s'étire un peu, là, entre 16-24, tout se passe plus jeune et de façon interrompue. Combien de jeunes voulaient aller au cégep et m'ont dit, je dois faire un DEP parce que ma copine est enceinte. Combien d'élèves, une élève cette année fait juste 3 déménagements qu'elle vit cette année en essayant de terminer ses études, besoin de travail également. Donc, on a abandonné plus jeune, on est de retour à l'école, on est en situation de vulnérabilité, d'instabilité et on a une absence dans les réseaux sociaux. Donc, de soutien donc, il y a un échec à l'autonomie pour ces élèves-là, ce qui contribue effectivement, quand on a tout ça ici, tous ces facteurs-là ici, on peut certainement penser que nos 4 composantes de stress sont bien présentes et bien investies. Alors, voici pourquoi nos élèves sont plus anxieux.
Chassons le mammouth. Donc, ma petite phrase ici, l'inverse du stress n'est pas la relaxation. Et non, là, tout le monde va me mettre à l'épreuve et tout ça, et tout le monde va me dire que c'est pas vrai, le yoga et tout ça. Bon, on va commencer par, au niveau du stress, euh, la recette universelle de la gestion du stress, on se rappelle qu'il n'y en a pas. Donc, la respiration en position du lotus peut fonctionner. Le yoga peut fonctionner pour environ un tiers des personnes qui vivent des situations stressantes. Donc, si cette technique de relaxation vous sied bien, alors faites-la. Moi, personnellement, si vous me mettez en position du lotus ou je ne sais pas trop, du cobra inversé ou je ne sais pas les positions, je vais être très stressée, mais je vais même hyperventiler fort possiblement. Donc, au niveau, on verra plus tard pourquoi ce n'est pas nécessairement la recette. Par contre, au niveau de l'anxiété, il y a des études qui montrent des résultats positifs au niveau de l'approche du mindfulness, donc de la conscience, de la pleine conscience là, de notre état. Euh, et ça serait bénéfique dans la prévention, je dis bien dans la prévention de l'anxiété chez nos jeunes enfants et nos adolescents. Bon, la thérapie cognitivo-comportementale est l'approche privilégiée pour le traitement de l'anxiété. Par contre, si d'autres approches complémentaires peuvent venir donner un coup de pouce à l'approche TCC, il y a des programmes qui l'utilisent et ça peut aider parce que la pleine conscience, plutôt que de vouloir agir en fait sur le comportement de l'individu, on cherche à influencer les rapports qu'entretient l'individu avec ses émotions, ses pensées, c'est un processus cognitif. Et on le verra plus tard, c'est beaucoup dans la gestion de la déconstruction du stress. Donc, on verra, ça rejoint beaucoup cette méthode-là, la pleine conscience, le mindfulness et la déconstruction du stress, qui est une approche fort efficace pour gérer notre stress à court, à moyen et à long terme. Donc, la gestion du stress passe par la résilience. Et la résilience, dans le cas du stress, passe par la déconstruction du ciné lettre par lettre. Donc, pour ce faire, avec nos élèves anxieux, nous-mêmes, toute autre personne alentour de nous, on va essayer de se rappeler des quatre composantes. Donc, la nouveauté, l'imprévisibilité, donc le contrôle sur la situation et la menace à l'ego. Vous pouvez utiliser ciné pour vous rappeler dans l'ordre. Donc, je vais le donner dans un ordre désordonné. C'est pas bien grave. Donc, on peut poser qu'est-ce qui stresse le plus. Donc, on identifie est-ce que c'est la nouveauté? Est-ce que c'est l'imprévisibilité? Est-ce que c'est la menace à l'ego? Est-ce que c'est le contrôle sur la situation? Donc, en posant cette question-là, on focus sur le problème, donc on rétrécit. Donc, ce n'est pas tout qui nous stresse, c'est ça qui me stresse ou c'est ça et ça qui me stresse. Donc, nos jeunes en crise ou nos jeunes en situation de stress, c'est tout va mal. Donc, on détermine qu'est-ce qui va mal dans le tout. C'est quoi ce tout et pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Parce que l'inverse du stress, c'est déconstruire le ciné. Donc, le cerveau, en ayant un plan B, C, nommez-les AA, Z, Z.1, Z.3, peu importe le nombre de plans qu'on met en place et que 85% des gens ne réalisent pas. Donc, on se met en mode solution par des plans, peu importe si c'est possible ou pas possible. Seulement le fait de mettre un plan ou de penser à un plan ou de penser à une solution fait baisser le taux de cortisol. Donc, fait baisser notre niveau de stress. Donc, on déconstruit le ciné. On identifie c'est quoi les composantes de notre stress, pourquoi ça nous stresse autant, et ensuite de ça, on se met en mode solution. Donc, il n'y a pas de recette ou de solution facile ou de gérer le stress en 8 étapes ou en 64 étapes. Il faut trouver ce qui fonctionne pour soi. Il n'y a pas de baguette magique. Il faut mettre des efforts. Donc, quand je parlais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à l'état optimal de stress? C'est en intégrant une façon de gérer notre stress jour après jour. Et je peux vous dire qu'à la lecture du livre de Sonia Lupien, j'ai commencé tranquillement pas vite et ça s'intègre très bien et on peut l'intégrer dans nos discours et ça fonctionne rapidement. Et ça fait du sens rapidement pour nos jeunes qui sont devant nous. Donc, à essayer la déconstruction du ciné.
Le coffre à outils du stress et de l'anxiété. Donc, c'est sûr que dans le coffre à outils du stress, pour nos élèves, ça se peut que certains élèves vont temporairement privilégier la fuite. Donc, une stratégie adoptée dans des conditions très précises pour un laps de temps très court, sinon le stress chronique va s'installer peu à peu. Donc, quand on parle de la fuite, ça peut être d'aller au spa l'avant-midi ou l'après-midi, ça peut être d'aller au cinéma. C'est une fuite, mais temporaire, en attendant que je me trouve une autre solution. Faut pas toujours laisser notre élève fuir devant sa difficulté à gérer son stress. On peut l'aider à trouver des stratégies. On a aussi le coffre à outils, les réseaux sociaux, qui a un grand pouvoir protecteur contre le stress, le pouvoir des ondes, le bénévolat, la zoothérapie, demander de l'aide, s'ouvrir sur le sujet. On discute de ce qui nous stresse avec nos proches pour nous aider à prendre du recul face à la situation. Donc, le réseau social est très important pour faire en sorte que je suis capable d'en parler aux autres et de trouver avec eux des stratégies, mais pas juste d'en parler, c'est juste être avec les autres et me faire en sorte que ça diminue certaines tensions. On a la musique. On parle un tempo lent et stable, un volume bas, une absence de rythme accentué ou percutant, un timbre doux, dissipe l'hormone du stress dans la circulation sanguine. Pourquoi? Il y a une synchronisation entre l'environnement externe et interne. On en a parlé tantôt, la respiration bedon. Donc, comme Judith le dit tantôt, il n'est pas nécessaire de s'asseoir en position du lotus ou du cobra et de respirer de façon très élaborée. En respirant largement, cela a un effet sur le muscle du diaphragme situé horizontalement en dessous des poumons, du cœur et d'autres organes. L'étirement du diaphragme active le système parasympathique et fait cesser la production des hormones du stress. Donc, juste respirer du bedon, une bonne respiration. Et on a aussi chanté. Chanter ça fait le même exercice que la respiration bedon. On a le rire. Rire est un des meilleurs antidotes universels. En riant, on relâche les tensions accumulées par le stress. Le sport, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les médias sociaux, dans les journaux. Donc, ça permet de dépenser l'énergie emmagasinée, mais ça permet aussi de baisser le stress accumulé durant la journée. Et on n'en parle pas souvent, le repos. On en parle, oui, on en parle. C'est important de s'accorder du temps pour soi chaque jour, loin de tous les stimuli externes, et on dort. L'importance d'avoir un bon sommeil, une belle nuit de sommeil peut faire toute la différence au niveau de la gestion du stress. Et j'aime bien une parole que Mme Dany Beaulieu a déjà dit dans une de ses formations. Est-ce qu'un poisson rouge vivrait dans l'eau de Javel? Bien, évidemment, non. Au même titre que l'anxiété vit difficilement dans un corps détendu. Donc, je l'aime bien, cette petite Mme Dany Beaulieu-là. Nous allons maintenant aborder l'anxiété. Donc, comme on l'a vu précédemment, l'anxiété diffère du stress par le fait que la menace se situe au niveau de la pensée. La menace n'est pas réelle. Notre cerveau surveille en sourdine notre environnement pour nous signaler un danger, réel ou non, et ça prend le pas sur les activités plus rationnelles du cerveau. C'est les actions instinctives qui prennent le pas, donc jusqu'à ce que le danger soit passé. Donc, des inquiétudes reliées à un monologue intérieur. Qui est atteint d'anxiété? Environ, ça diffère, les statistiques diffèrent, mais on pourrait dire environ 12 des Canadiens, deux fois plus de femmes. Taux d'hospitalisation plus élevé chez les 65 ans et plus fréquent chez les enfants. Donc, on ne l'a pas mentionné plus tôt, mais les deux groupes de population les plus vulnérables au stress sont les enfants et les personnes âgées. Donc, les personnes atteintes consultent souvent au début de l'âge adulte, mais disent pratiquement à chaque fois
qu'elles ont toujours été anxieuses. Elles se souviennent toujours d'avoir été anxieuses. Puis, elles consultent souvent par des malaises de somatisation, donc des douleurs physiques. Donc, 50 à 90 des gens qui souffriraient d'anxiété généralisée souffrent aussi d'un autre diagnostic de maladie mentale, troubles de panique, dépression, post-trauma, abus de drogue et alcool aussi. Donc, c'est des comorbidités fréquemment associées aux troubles d'anxiété généralisée. Les facteurs prédisposants à l'anxiété, on a bien sûr notre instinct. Comme un peu pour le stress, l'instinct, la chimie du cerveau, la génétique, un traumatisme passé, donc plusieurs accidents de voiture ou un accident de voiture, tempérament, l'environnement, traumatisme, ça peut être d'abus dans l'enfance et tout ça, au niveau génétique, une vulnérabilité au stress. Donc, voici les facteurs. Comme dans tous les troubles de santé mentale, on retrouve à peu près les mêmes facteurs prédisposants. Là, dans ce cas-ci, on parle de l'anxiété. On aurait pu changer le mot anxiété par beaucoup d'autres mots et on aurait eu toujours les mêmes facteurs prédisposants. Au niveau du mécanisme, c'est un schéma qui résume bien, un schéma d'une conseillère pédagogique à la commission scolaire de Samar. Donc, je le trouvais très, très bien pour résumer, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le processus du trouble anxieux. Donc, au niveau, je vais prendre mon petit curseur ici. Donc, on va le mettre rouge. Voilà. Donc, au niveau de la personne ici, niveau de base de la personne, donc on se rappelle que nos facteurs permanents, donc nos tempéraments, notre bio, notre génétique, notre environnement. Donc, le niveau de base de la personne déclenche une situation de stress aigu qui se déclenche, la même réponse du système physiologique, système limbique, donc la production des hormones. Et il y a une interprétation qui se fait, qui vient renforcer ou maintenir le niveau d'anxiété. Donc, ce que je pense vient alimenter mon niveau d'anxiété. J'ai des réactions d'anxiété. Donc, on verra plus tard les réponses adaptées, les réponses inadaptées et des zones de rupture au niveau des réponses pathologiques. Donc, ce que je pense vient renforcer mon niveau d'anxiété. J'ai une réaction d'anxiété, ce que je fais avec. Et au niveau de l'interprétation aussi, ce que je ressens. Donc, je pense, je ressens, je fais. Et il y a un retour à la normale au niveau de base de la personne. Facteurs circonstanciels, d'événements, de temps, d'environnement, de situation. Donc, nous avons des intrants ici qui viennent altérer le niveau de base de la personne. Il y a un triangle qui se fait entre ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent et ce qu'elle fait. Donc, on voit bien le triangle ici. Donc, les élèves, dans ce qu'ils font, on pourra regarder, il y en a qui ont des réponses adaptées et d'autres des réponses inadaptées. Quand on parle de réponse pathologique, là, il y a une zone de rupture et là, il est temps d'aller consulter. Là, on est dans un trouble de santé mentale, un trouble pathologique qui demande consultation. Donc, on a vu dans le schéma avec Judith que les réponses, ce sera pas long, je vais juste m'assurer que ma diapo est bien là. Bon, oui, elle sera pas là. Donc, on a vu que les réponses adaptées, c'est vraiment des stratégies que la personne qui a des problèmes d'anxiété va adopter face à certaines situations. Donc, des réponses adaptées, ça va être des stratégies de contrôle du stress. La personne va utiliser des moments de détente, va s'assurer la veille d'un examen d'avoir tout ce qu'il faut pour se mettre en position de détente, va faire peut-être la visualisation, des techniques de respiration, va aussi déconstruire l'interprétation cognitive de la situation, va peut-être déconstruire son ciné par rapport à l'anxiété qu'elle vit, va l'évaluation réaliste de la situation, développement et apprentissage de nouvelles habiletés d'adaptation sociale. Donc, ces personnes-là ont des réponses adaptées et sont capables de diminuer leur niveau d'anxiété. Quand on parle de réponses inadaptées, on parle donc, on parle des personnes qui ont de la difficulté au niveau des transitions
Donc, je passe du prof de mathématiques au prof de français. Ça se peut que j'aie de la difficulté à m'adapter à la gestion de classe de un des deux. Les évitements de certaines situations. Donc, dès qu'il y a un examen, bien, je suis absent à chaque fois qu'un examen et si, mettons, mon examen est mardi prochain, bien, mardi prochain, certaines personnes, bien, la personne ne sera pas là. Isolement, va s'isoler par rapport aux autres, par rapport aux pairs de la classe. Absence nombreuse, ça peut commencer par tous les cours de mathématiques, la personne n'est pas là, mais en français, le matin, elle est toujours là. Euh, donc, on a parlé tantôt au niveau des répercussions, là, la peur du rejet, hein, de l'abandon, de faire rire de soi, d'opposition. Souvent, derrière des comportements d'opposition, bien, ça peut cacher aussi des problèmes d'anxiété et la difficulté d'agir avec au niveau de quand il y a des transitions. De faire des crises, faire le clown, dire n'importe quoi, être plus agité en classe, mais ça peut cacher aussi des problèmes d'anxiété. La fatigue, la somatisation, difficulté d'attention, diminution du rendement scolaire. Donc, ça peut être des réponses inadaptées et souvent, très souvent, on peut s'en aller aussi quand les réponses sont inadaptées, mais ça se peut aussi que ça soit des réponses aussi beaucoup plus pathologiques comme on a vu dans le schéma tantôt. On a aussi, au niveau des critères pour distinguer l'anxiété normale du trouble anxieux pathologique, on sait que l'anxiété normale ou saine est définie comme étant une réaction émotive naturelle et essentielle, une réponse normale au stress quotidien. Je vais le nommer tantôt. Où il y a présence d'une certaine appréhension d'événements pénibles, la menace paraît donc plus diffuse, lointaine ou vague que dans le cas de la peur. Si votre anxiété est tellement forte qu'elle vous préoccupe constamment ou qu'elle affecte votre capacité de fonctionner normalement au travail, en société ou dans d'autres domaines, votre anxiété est alors considérée comme pathologique. Depuis, d'autres critères doivent être analysés pour distinguer l'anxiété normale de l'anxiété pathologique, tels que l'intensité, la fréquence, la souffrance, parce que ça se peut que ça au niveau, on a vu tantôt les impacts au niveau du corps, au niveau ce que ça peut produire sur physiquement. Le moment de son apparition. Souvent, les personnes qui ont des troubles d'anxiété, souvent ça apparaît dès l'enfance et ça se poursuit dans l'adolescence jusque dans la vie d'adulte. Le sentiment de contrôle ou non, ou les symptômes d'anxiété ainsi que la durée de ceux-ci. Donc, vraiment, c'est vraiment les 5 critères, pas les 5 critères, mais ce sont les critères pour distinguer l'anxiété normale du trouble anxieux pathologique. Donc, il faut vraiment l'intensité, fréquence, souffrance, moment de son apparition et le sentiment de contrôle. Ici, je n'irai pas trop, ça va aller, je vais faire ça de façon très courte parce que de toute façon, Judith l'a nommé tantôt, on parle, le trouble anxieux est souvent accompagné de troubles associés. Judith a nommé les attaques de panique, l'anxiété de séparation, le TOC, la phobie, le TOC c'est le trouble obsessif compulsif, la phobie sociale, le trouble d'anxiété généralisée, le syndrome du stress post-traumatique, l'anxiété de performance, on pourrait avoir aussi le syndrome Gilles-Latourette, nos troubles du spectre de l'autisme. Donc, tout ça fait en sorte que ça vit le stress, l'anxiété, le trouble d'anxiété généralisé ou le trouble d'anxiété vient en comorbidité avec d'autres pathologies aussi. Donc, chez nos élèves anxieux, donc on se rappelle que l'anxiété est reliée à un monologue intérieur. Voici le monologue intérieur de nos élèves anxieux. Je suis certaine que vous avez déjà entendu ça. Je n'ai pas assez étudié, je n'aurai pas le temps de finir l'examen, je vais échouer à l'examen, j'ai échoué un premier examen dans cette matière. Si j'ai une mauvaise note, ma carrière est foutue, j'abandonne même. Si mes parents vont être déçus si j'échoue. Donc, beaucoup, beaucoup d'indices verbaux. Donc, ça se passe au niveau de la pensée et de la. En fait, c'est une menace qui n'est pas présente, elle est anticipée. Donc, on voit très bien les mécanismes d'anticipation, les processus d'anticipation chez nos élèves anxieux.
comment défaire le discours anxieux? Par des questions inverses, par des questions socratiques, je dirais même. Donc, qu'est-ce que je crains? Quels sont les faits qui alimentent cette inquiétude? Qu'est-ce qui ne supporte pas? Donc, quel est le pire qui puisse arriver? Quelle est la probabilité que cela se réalise? Si ce que je crains survient, quelles seront les conséquences? Donc, vraiment, on accompagne l'élève à gérer les pensées anxieuses et à les remplacer par des pensées positives ou des pensées plus réalistes. Donc, le fameux questionnement socratique, ben, c'est efficace parce que ça amène la personne à prendre conscience de ses propres mécanismes de pensée et ça les aide à les remplacer parce qu'elle se rend compte, ben voyons donc, ben oui, ben, j'ai rien qui prouve ça. Donc, elle déconstruit elle-même ses pensées. Donc, et on l'invite à les remplacer par des pensées plus réalistes et plus positives. Donc, c'est vraiment des exercices, ça, qu'on voit en thérapie cognitivo-comportementale. Donc, c'est vraiment d'y aller par des questions simples. Si la personne nous pose je vais échouer, qu'est-ce qui te rend le plus sûr que tu vas échouer? Donc, toujours y aller avec la question contraire pour la repositionner. Donc, des questions réflexives pour l'amener à se repositionner elle-même. Donc, à chaque fois, ça va être à répéter parce que ça ne s'en va pas en claquant des doigts. Autant il n'y a pas de recette universelle et de magie dans le stress, il y en a encore moins dans les troubles anxieux. Donc, d'y aller tout simplement là, avec des questions réflexives comme celle-là. Donc, désolée. En classe, vous allez voir, on va vous nommer on va nommer des stratégies au niveau aidante ou les stratégies à éviter ou aussi des stratégies qu'on peut mettre en place en classe par rapport à personnes qui ont des problèmes, qui ont des difficultés d'anxiété. Tout ça est tiré du guide vers des pratiques pédagogiques adaptées de Nathalie Landry et Michel Aymon. Donc, vous avez juste, je sais que vous en avez entendu parler, mais n'hésitez pas, il y a quand même beaucoup de stratégies, d'interventions qui sont nommées. C'est sûr que si vous en avez d'autres, n'hésitez pas aussi à nous les envoyer par courriel. Ça va nous faire un plaisir de les ajouter à ce guide, mais n'hésitez pas à aller le consulter. Des fois, on n'a pas toujours un spécialiste dans l'école et on a besoin de réponses instantanées. Puis souvent, le guide, si vous le mettez sur votre bureau, puis OK, bien là, cet élève-là vit telle chose, qu'est-ce que je peux faire comme attitude aidante? Mais il y a des trucs de nommer. OK? Donc, aujourd'hui, c'est sûr, je vais en nommer, mais n'hésitez pas à vous référer au guide vers des pratiques adaptées qui a été fait pour vous afin que vous puissiez vraiment travailler avec ce guide-là au quotidien dans vos interventions en classe. Donc, au niveau des attitudes aidantes, on a rassuré, félicité avec sincérité, accorder une attention particulière à l'élève qui est très timide, manifester de l'empathie devant l'anxiété, établir des routines et préciser les attentes, adapter la charge de travail, aller chercher le support d'un professionnel, de ne pas hésiter si vous avez la chance d'avoir un psychoéducateur dans la classe, mais dans l'école, pas dans la classe, parce que, ouf, vous êtes chanceux si vous avez ça dans la classe, mais si vous avez quand même quelqu'un dans l'école, ne pas hésiter, si vous avez des interrogations face à certains comportements de vos élèves en classe, d'aller la voir, de poser les questions. Et ce qui peut arriver, c'est que le psychoéducateur dise, ben, regarde, je vais rencontrer ton élève parce que je pense qu'il est rendu trop loin, j'ai à travailler des choses avec ton élève. Donc, peut-être que vous pouvez déconstruire au niveau des techniques du ciné, mais ça se peut que ça soit la personne, le psychoéducateur du centre qui peut aller un petit peu plus loin par la suite. Donc, encourager le langage intérieur positif de votre élève. Aider l'élève à établir des attentes réalistes. Dédramatiser certaines situations. Inciter l'élève à voir le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide. Valoriser l'affirmation personnelle. Encourager les comportements non anxieux ou courageux. Modeler par l'exemple. Favoriser l'autonomie dans la gestion de l'anxiété. Ça peut être repérer des stratégies susceptibles d'évitement et offrir des stratégies gagnantes à votre élève. Partager régulièrement des moments de plaisir avec l'élève. Donc,
Autre que dans la classe, ben, il y a peut-être du parascolaire qui se vit à l'école, mais si on développer le sentiment, le lien d'attachement avec votre élève, la relation maître-élève, mais participer à des activités en dehors du contexte de l'école, ben, peut aider votre élève à gérer son stress, mais à pas juste gérer, mais peut se sentir, il y a un lien qui va se créer avec votre élève. Avoir un plan d'urgence pour les situations de crise, ça se peut que ça ne marche pas bien, puis que quel est votre plan d'urgence si un élève fait une attaque de panique dans votre classe? Donc, d'avoir cette préoccupation-là aussi. Au niveau des stratégies à éviter, augmenter la charge cognitive lorsque l'anxiété est très présente, par exemple la veille de l'examen. On lui donne plus de stock à étudier pour être certain qu'il va passer l'examen. Faire la morale, jouer à la police, lancer des avertissements, annoncer une évaluation à la dernière minute, bombarder l'élève de vos propres sujets d'inquiétude, de paroles ou de questions, amplifier les conséquences de l'échec d'une évaluation, d'une erreur ou d'une difficulté. Augmenter vos exigences dans le but de stimuler la motivation. Critiquer, mettre en doute les inquiétudes, juger, blâmer, ridiculiser le sentiment que l'élève ressent au niveau de son anxiété. Invalider l'inquiétude que manifeste l'élève. Taquiner, plaisanter, faire de l'humour, ignorer l'anxiété du jeune, donc, ou manifester son exaspération face à une certaine situation d'anxiété que l'élève peut vivre. Surprotéger, cautionner l'évitement, donc accepter que l'élève ne soit pas toujours là, qu'il fasse du travail à la maison, s'absente régulièrement sans vraiment mettre en place des stratégies pour qu'il soit en classe dans votre cours. On a aussi par rapport les stratégies en classe au niveau de l'enseignement, annoncer les changements à l'avance, au début des tâches, vérifier si l'élève les comprend, encourager l'élève à exprimer ses besoins de façon adéquate, combiner des instructions verbales et visuelles, mettre l'accent sur les intérêts et les talents de l'élève. Au niveau de l'environnement, on peut attribuer à l'élève une place spéciale pour éviter les déclencheurs d'anxiété. Jumeler l'élève avec un père. Prévoir un endroit où l'élève peut se retirer. Prévoir des outils de réduction de stress tels que balle anti-stress, bloc à griffonner, le iPod. Ça se peut que certains élèves, le iPod avec une petite musique, pas de la musique rock, là, mais une petite musique un petit peu douce, sans parole, peut faire toute la différence pour diminuer le stress. Au niveau de l'évaluation, avertir l'élève, avertir l'élève à l'avance des tests et des devoirs, établir un échéancier avec lui pour le prévenir d'avance, pas juste une semaine à l'avance, mais peut-être 2 semaines, 3 semaines à l'avance. Prévoir un autre local pour les tests. Certains élèves ont de la difficulté à vivre des examens avec plusieurs personnes dans la même salle. Accorder plus de temps. Fragmenter les tests en différentes parties, surtout si j'ai de la difficulté au niveau attentionnel, au niveau de la concentration, et ça l'entraîne chez moi une plus grande fatigabilité. Donc, le fait de fragmenter les tests en différentes parties va faire en sorte que je vais être capable de me donner pour un temps donné, puis après ça, bien, dans une autre partie, je vais être capable, je vais être toute là au niveau de ma concentration, l'attention. Donc, c'est ça, je vais laisser la parole à Judith. Au niveau des stratégies comportementales, la première chose à faire pour intervenir auprès d'un élève anxieux, c'est de ne pas se sentir visé personnellement. Et ce que j'entends par là, se sentir visé personnellement, c'est que les comportements d'élèves anxieux, ça ne sert pas seulement à nous manipuler. Il reflète vraiment ce qui se passe intérieurement à l'intérieur de l'élève. Ignorer ces comportements-là, ça envoie juste le message à l'élève anxieux qu'on ne se soucie pas de lui et ça pourrait empirer la situation. C'est des élèves qui peuvent nous amener, pour certains, même des intervenants, à l'usure de compassion.
C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de symptômes et de comportements répétitifs et ça va être souvent recommencé. Donc, les élèves très anxieux peuvent nous amener à vivre cette usure de compassion. Donc, il faut se protéger et d'en parler aussi avec des collègues et d'en parler avec le professionnel, technicien en travail social de votre école, des conseillers pédagogiques, donc pour vous repositionner et vous faire souffler un petit peu, là, donc si ça vous arrive. Donc, au niveau des stratégies comportementales, donner plus d'attention aux comportements positifs, oui, d'entrer dans la classe et d'entrer dans la classe et de dire je viens te revoir dans 5 minutes, commence, puis je viens te revoir, puis vous allez effectivement revenir le revoir. Ça aide à construire un sentiment de sécurité. L'élève se sent sécure et euh, vous établissez une routine là, pour offrir fréquemment là, du support. Donc, lorsque l'élève se met, l'élève qui procrastine ou que l'élève qui ne se met pas à la tâche et tout ça, bien là, vous renforcez ce comportement-là en faisant en établissant ce genre de routine-là. L'attention au renforcement positif, là, en fait, pas l'attention, mais c'est un beau lapsus. Donc, c'est l'attention donnée au renforcement positif en public. Il faut faire attention avec nos élèves anxieux. Ça peut faire le contraire. Donc, vaudra mieux établir comment il veut être renforcé. Est-ce que c'est en privé? Parce que lui, l'élève anxieux, ce qu'il aime, c'est passer soit en dessous de la chaise du bureau, soit entre la peinture et le mur, et ne veut surtout pas d'attention, veut surtout pas gagner de médaille, veut surtout pas gagner de méritage, veut surtout pas gagner de prix du gouverneur général, même s'il est très performant à l'école. Donc, il faudra voir avec lui là, avec quelle stratégie il se sent le plus confortable. Donc, il faut faire attention avec nos élèves anxieux là, à donner du renforcement en public. Donc, donner de l'attention positive gratuitement. Donc, pas seulement quand tu fais des choses des comportements positifs reliés vraiment à sa gestion de l'anxiété, mais aléatoirement. Donc, ça aide l'élève, ça renforce l'estime de soi de l'élève. Donc, son estime de lui-même, qui n'est pas seulement reliée à sa gestion de l'anxiété, mais pour autre chose aussi. Donc, il peut aller très bien ce matin-là, c'est pas relié à un plan de match en particulier, puis on le félicite. Donc, ça rehausse la valeur que l'élève se donne à lui-même. Donc, au niveau donner des pauses à l'élève, ça, c'est donc de peut-être laisser rentrer l'élève ou quitter ou entrer l'élève avant les autres dans la classe. Lui, si on voit qu'il est anxieux, lui permettre de faire autre chose. Donc, évidemment, autre chose, c'est pas nécessairement se retrouver seul avec lui-même, avec son anxiété, mais peut-être varier les tâches s'il sent qu'il est trop anxieux par rapport à la tâche à faire ou qu'il ne comprend pas. Donc, ça peut être d'aller boire de l'eau, euh, de prendre une pause, de prendre un livre, de se reculer, en fait, de prendre une distance par rapport à la tâche qui est à faire, qui est très anxiogène, ou encore là, c'est de se permettre de se prendre un temps de pause, de se repositionner, de dire là, je suis très anxieux, je vais gérer mon petit moment d'anxiété et après ça, je vais me mettre à la tâche. Donc, prévoir des moments comme ça si l'élève est anxieux. Enseigner aux élèves à reconnaître les signes d'anxiété. Donc, évidemment, comme la pleine conscience, le mindfulness, donc plus jeune, on apprend aux élèves à reconnaître leurs signes d'anxiété, à les gérer, puis ils vont devenir compétents en la matière, ressentir ce qui se passe dans leur corps et d'agir en prévention. Donc, d'établir des stratégies positives dès les débuts des signes d'anxiété et non attendre que ça dégénère. Donc, voici des 5 stratégies comportementales gagnantes que vous pouvez explorer avec vos élèves. Berger 2016, donc Zidner, les 6 types d'évaluation en anxiété, les fameuses situations d'évaluation, donc nos 6 types d'élèves anxieux. Donc, lacunes, bon, c'est des types d'anxiété qui ont été découverts il y a 20 ans à peu près, donc déterminés il y a 20 ans à peu près, mais ça fait encore du sens aujourd'hui. Lacunes dans les habiletés d'étude et de mise en application du contenu. Donc, c'est nos élèves qui ont des difficultés à l'organisation, récupération, l'application d'informations pertinentes. Nos élèves en trouble d'apprentissage, donc en difficulté d'apprentissage, se retrouvent certainement dans ce type d'élèves anxieux-là. Blocage et échec pour récupération du contenu à livrer. Donc là, nous avons lié un élève là, qui ressent spécifiquement de la pression en examen seulement.
Donc là, on verra des stratégies de gestion d'examen, donc avant, pendant et après pour ces élèves-là, parce que en classe, tout va bien, puis ça, c'est le type d'élèves dont les enseignants disent « Je comprends pas ce qui s'est passé, tout allait très, très bien, puis en examen, ça a flanché, le blanc total ». Il y a acceptation de l'échec et de la résignation. Donc, ça, c'est l'élève qui a déjà échoué avant de commencer. Donc, probablement nourri par un historique d'échecs répétés. Donc, cet élève-là est impuissant, démontre de l'apathie. Il y a une impression de défaite, là, même avant de s'être assis dans la salle de test. Au niveau de l'évitement de l'échec, ça, c'est les élèves qui, s'ils ne sont pas sûrs de réussir, ils ne veulent pas aller en examen. Donc, c'est nos fameux élèves qui, les autres, ils disent ben moi, je me sens très, très bien, je me sens très compétent dans la matière, donc je vais en un examen. Et d'autres élèves que s'ils sont sûrs que un petit peu moins compétents, ils doivent mettre plus d'efforts pour y arriver, là, ils vont être en évitement de l'échec. Donc, quand c'est facile, on se sent bien, mais dès qu'il faut mettre de l'effort, à ce moment-là, ils pensent que les efforts qui vont être mis vont être insuffisants et ils ne voudront pas aller en examen. Comportement d'auto-handicap, ça, c'est nos élèves à diagnostic. Donc, c'est pas de ma faute, je suis anxieux, c'est pas de ma faute, je suis dysorthographique, c'est pas de ma faute, je suis je sais pas moi, TDAH. Donc, ils sont faits comme ça. Donc, ça déresponsabilise l'élève face aux actions qu'il pourrait prendre, aux stratégies qu'il pourrait prendre pour augmenter son niveau de performance à l'examen. Donc, attribution causale externe, donc c'est pas de ma faute, c'est mon trouble. Et le perfectionnisme, où, on va le voir plus en détail, l'anxiété de performance. Donc, le perfectionnisme, lui, standard élevé, c'est jamais assez, suranalyse, surétude de tout. Donc, à force de se préparer, se surpréparer, tout ça, des fois, il y a des retards au niveau du rendement parce qu'ils sont jamais assez prêts, c'est jamais parfait. Donc, c'est un besoin maladif là, de tout organiser. Donc, ça met la table à l'anxiété de performance. La fameuse anxiété de performance, c'est une anxiété qui est reliée à la peur de l'échec, forte appréhension face aux évaluations ou aux situations où on peut être jugé. Donc, ce n'est pas juste par rapport à l'examen, ce n'est pas juste par rapport aux situations scolaires, c'est à toute situation qui implique un jugement. Donc, les étudiants qui vivent cette anxiété-là, c'est relié souvent à des méthodes d'études inadéquates. Donc, relire 25 fois le même texte, mais sans souligner des passages importants. C'est une, ça devient un cercle un peu vicieux parce qu'ils travaillent 2 fois plus fort, mais malheureusement, ils ont des résultats plus faibles. Donc, vraiment, l'élève a des stratégies d'études complètement inefficaces. Puis, cet élève-là met sa réussite sur... c'est comme si le sens à donner à le sens donné à la réussite est plus important que la performance à réaliser. Donc, c'est pas la tâche en soi, mais c'est vraiment sa valeur à lui personnelle est directement reliée à la réussite. Donc, s'il échoue, c'est lui qui est un échec. Donc, les élèves anxieux comme ça, ont besoin de consulter parce que là, c'est ils veulent être aimés, au lieu d'être aimés pour qu'est-ce qu'ils sont, ils veulent être aimés pour qu'est-ce qu'ils font. Donc, tout l'accompagnant résidera dans l'estime de soi et repositionner les élèves par rapport à la valeur de ce qu'ils peuvent donner. Donc, une valeur personnelle, un échec en examen ne te décrit pas en tant que personne, ne te statue pas dans un état, tu n'es rien si tu ne réussis pas. Donc, c'est tout un ensemble de croyances reliées sur la performance et la réussite. Donc, bien que on peut améliorer les stratégies d'études avec ces élèves-là, mais ce n'est pas toujours suffisant pour diminuer l'anxiété de performance ou augmenter la performance de l'étudiant. Même les méthodes de réduction de stress et d'anxiété, tout ça, ils ont peu de succès par rapport à ces élèves-là. Donc, vraiment, ce que
d'élève-là, ce type d'élève-là a besoin. C'est d'obtenir du soutien, de clarifier ce qu'il vit et de prendre conscience de son mécanisme de croyance relié à la performance. Donc, cet élève-là, souffrant d'anxiété de performance, a vraiment besoin de consulter parce que la seule idée de l'échec est intolérable. Donc, quand vous voyez un élève comme ça, là, que la réussite comme telle, ça définit sa valeur en tant qu'être humain, il est temps qu'il consulte. Là, ça va être plus que des techniques de gestion puis de repositionnement. Là, on va y aller de façon plus profonde et de façon plus graduelle avec lui, un accompagnement intensif là, par lui, l'amener tranquillement, pas vite, à se redéfinir et non parce qu'il est vraiment et non par une performance à un examen. Donc, pour aider l'élève souffrant d'anxiété de performance, on se donne le droit à l'erreur, être moins critique envers soi, de redéfinir, là, c'est tout ou rien, là. Donc ça, souvent, ils ont ça, c'est soit je réussis ou ma vie est ratée ou je suis un raté. L'erreur ne dit pas notre valeur comme personne. Et ajuster ses attentes à ses capacités, son style d'apprentissage, aux circonstances. Il y a des élèves qui vont bloquer à un moment donné, peuvent faire des mathématiques, les mathématiques régulières de base, mais au niveau de l'enrichi, ça ne fonctionnera pas. Donc, donc, avoir un plan A, un plan B, relativiser aussi nos échecs, nos erreurs, donc éviter de se comparer aux autres. Évidemment, l'élève anxieux veut absolument savoir, hein, en formation professionnelle, c'est succès ou échec, il veut absolument avoir la note, puis demande la note aux autres aussi, la fin de se comparer là, pour nourrir son besoin de contrôle. Donc, au niveau d'une rétroaction d'évaluation, pour évaluer là, où en sont nos élèves là, suite aux élèves anxieux à l'examen. Donc, notre rétroaction de l'évaluation, évidemment, 5 petites questions à poser ou à se poser comme enseignant, autant pour les élèves qui réussissent que les élèves qui sont en échec, parce que c'est le fun quand on est en échec de savoir pourquoi ça n'a pas marché, mais pour aider quelqu'un à bâtir et à se mettre des nouveaux outils dans son coffre à outils, il faut savoir qu'est-ce qui a bien été aussi. Donc, est-ce que c'est une difficulté de compréhension? Est-ce que c'est de nature circonstancielle? Je n'ai pas dormi, la tank au sort de brisé, le réservoir d'eau chaude de brisé, les enfants malades, je suis arrivée en retard à l'examen ou trop juste. J'avais une mauvaise gestion d'études. Est-ce que j'ai mal géré? Donc, j'ai étudié beaucoup de choses, mais pas les bonnes. Donc, j'ai étudié, j'ai surligné, mais ce n'était pas les bonnes choses que j'avais étudiées. Donc, mauvaise gestion d'études. Mauvaise gestion du stress à l'examen. Donc, je prends possession, je mets mes mains sur moi, je prends une grande respiration, je me fais confiance, ça va revenir, je m'assure de bien comprendre les questions. Donc, toute une gestion du stress à l'examen. Mauvaise gestion de l'examen. J'ai pris trop de temps pour les choix de réponse. Ma technique ma technique là, de choix de réponse, d'approcher un examen choix de réponse était déficiente. Est-ce que j'ai commencé par les questions plus faciles? Donc, tout ça, cette simple rétroaction-là en 5 questions va vous donner beaucoup de matériel pour identifier dans quel type d'élèves, dans quel type d'anxiété se situent vos élèves aux évaluations et vous allez pouvoir les accompagner. Et c'est une pratique réflexive autant que pour vous que pour l'élève anxieux. Et même auprès des élèves anxieux, c'est une bonne habitude à prendre. Donc, au niveau de la gestion de nos élèves anxieux ou non, en rétroaction d'évaluation. Ce qui nous amène à parler. Donc, nous en allons vers la fin, vraiment vers la fin. Et on l'a nommé, je l'ai nommé tantôt, la relation maître-élève. On vous a nommé des stratégies aidantes, des stratégies à éviter, mais la relation maître-élève est vraiment un facteur de persévérance scolaire. Le lien de confiance, un lien socio-affectif, on renforce
du sentiment de compétence chez notre élève, être entendu, ne pas être comparé aux autres. Donc, la relation maître-élève va faire en sorte que l'élève, lorsque l'enseignant va souligner les forces, les efforts, les réussites, les compétences actuelles et non pas les difficultés passées de son élève, le prof qui s'est écouté, aidé, s'intéresse et croit en l'élève va faire toute la différence. On a Madame Louise Langevin, professeure à l'Université du Québec à Montréal, qui dit « Réussir en enseignement, c'est réussir la relation maître-élève ». Et on a aussi, on a deux Bibles, moi et Judith, on a, oui, Sonia Lupien, mais on a aussi le livre Les 16-24 ans à l'éducation des adultes que vous allez retrouver dans la biographie un peu plus loin, donc de Madame Michèle Dumont et de Madame Nadia Rousseau, qui font ressortir à travers toutes les recherches de l'importance de la relation maître-élève et relier à celle-ci tous les besoins psychopédagogiques des garçons et des filles de 16-24 ans et comment ces besoins psychopédagogiques-là des garçons et des filles vont faire peut-être la différence au niveau aussi contrer les problèmes de stress ou d'anxiété chez nos élèves. Donc, ils ont ressorti au niveau des besoins psychopédagogiques des garçons de 16-24 ans le pouvoir d'utiliser les forces et leurs habiletés. OK? Avoir un enseignant qui reconnaît, tantôt j'ai nommé leurs efforts. Savoir que leurs études serviront à réaliser leurs projets. Sentir qu'ils possèdent les capacités nécessaires et avoir des enseignants soutenants. Donc, tout dans la relation maître-élève. Chez nos filles, leurs besoins, leurs besoins psychopédagogiques des filles, soutien et encouragement, donc que ce soit dans avec la famille ou tout ce qui est les amis ou les personnes qui sont autour d'elles. Donc, ces jeunes filles-là de 16-24 ans ont besoin de l'encouragement des gens qui sont autour de ces personnes-là. Aller au rythme dans leurs études, c'est important pour ces filles-là. Savoir que leurs études, comme les garçons, serviront à réaliser leurs projets. Sentir qu'ils possèdent les capacités, ou qu'elles possèdent les capacités nécessaires à la réussite de leurs études. Et encore là, avoir des enseignants soutenants qui accordent l'aide et le soutien nécessaire à leur réussite. Donc, on voit que ça se ressemble. Il y a des similitudes entre les besoins psychopédagogiques des garçons et des filles. Et si vous avez la chance de lire ce livre, vraiment, c'est un petit bijou et c'est fait vraiment les 16-24 ans à l'éducation des adultes. Allez le lire. Ça va vous donner, il y a beaucoup d'interventions, il y a beaucoup de détails qui font en sorte de mettre en place pour vous, de faire une petite différence dans vos interventions avec vos élèves. Donc, je laisse la place pour la conclusion à Madame Judith. Alors, excusez-moi pour le son. Alors, en conclusion, on nous a présenté un via sur les troubles anxieux. Pourquoi on a parlé du stress? Parce que, comme l'a dit Dany Beaulieu, un poisson rouge, ça ne vit pas dans l'eau de Javel, de même que l'anxiété vivra difficilement dans un corps non stressé. Pourquoi on a parlé du stress aussi? Parce que au niveau de l'anxiété, là, on s'en va vers quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus intense au niveau des symptômes et qu'il est beaucoup plus facile à l'échelle d'un enseignant dans sa classe d'agir sur les composantes du stress. Et parce que quand on se sent, tout le monde est stressé, et tout le monde vit du stress, qu'il soit relatif ou absolu. Donc, plus de stress relatif, évidemment. Là, notre vie n'est pas menacée à tous les jours. Donc, en étant capable de l'identifier pour soi, de le travailler à travers concrètement ces 4 composantes-là, on est à même de les identifier chez nos élèves. Donc, on se rappellera que le stress, c'est vraiment combattre ou fuir et on déconstruit notre stress en analysant nos 4 composantes. Et pour l'anxiété, on va accompagner nos élèves anxieux, qui sont moins nombreux que nos élèves stressés. Donc, nos élèves en troubles anxieux sont un petit peu moins nombreux. On va les accompagner vraiment au niveau du discours, au niveau des reflets qu'on peut faire, de le repositionner par rapport à ses craintes non fondées. Et on se rappelle que si les réponses deviennent de plus en plus handicapantes et moins gérables en classe, on fait appel à un professionnel
qui va nous aider, qui va rencontrer l'élève en fait, qui va t'aider vraiment des stratégies plus pointues au niveau de la gestion de l'anxiété. Donc, on espère que ce vidéo vous a plu. Il était très chargé. On espère que vous êtes repartis avec des outils concrets et on se retrouve bientôt pour la période de questions. À bientôt.